Pour le gouvernement Barnier, c'est donc la censure. Le texte du nouveau Front populaire est parvenu à rallier l'extrême droite et a réuni 331 députés. Mercredi 4 décembre, dans l'hémicycle, toutes les oppositions se sont attachées à souligner l'illégitimité de l'équipe de Michel Barnier. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur notamment de l'Archipel français, de La France sous nos yeux, analyste politique, expert en géographie électorale et directeur du département Opinion à l'IFOP. J'ai sous les yeux votre dernier livre, Métamorphose française, état de la France en infographie et en images. Ce livre a été publié aux éditions du Seuil. Et justement, quand on songe à l'état de la France aujourd'hui, et notamment à l'état de sa classe politique et ce chaos gouvernemental, est-ce le reflet d'un état du pays ou bien est-ce plutôt une construction politique liée au mode de scrutin, peut-être à l'épuisement de la Ve République, Jérôme Fourquet? Alors, moi, je pense que le Big Bang électoral dans lequel nous sommes rentrés à minima depuis 2017 avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, l'effondrement des vieux partis traditionnels, la montée en puissance de la France insoumise et du Rassemblement national, tout ça, en fait, n'est qu'une mise en conformité tardive du paysage électoral avec la réalité profonde du pays qui s'était métamorphosée. Nous avions fonctionné pendant plusieurs décennies sur le clivage gauche-droite qui correspondait quelque part à l'état de la société et ce clivage gauche-droite était parvenu à incarner les principales lignes de faille ou les champs de force en fait qui structuraient la société. Historiquement, on parlait de Notre-Dame dans le lancement, historiquement l'opposition à partir de la Révolution française entre une France catholique et une France laïque, et donc le clivage gauche-droite s'était articulé là-dessus, puis dans le courant du 19e et du début du 20e, le clivage, pour faire court, capital-travail, qui lui aussi s'était enchâssé dans ce clivage gauche-droite. Et donc on avait fonctionné là-dessus avec des modes de scrutin qui étaient adaptés à cette opposition. Et ce que j'essaie de mettre en perspective dans le livre, c'est cette transformation très profonde de la société française qui a fait que de nouveaux clivages sont apparus et que le clivage gauche-droite n'était plus en capacité à lui seul de rendre compte de la situation dans le pays, d'où la recomposition très chaotique dans laquelle nous sommes rentrés depuis plusieurs années maintenant. Mais oui, parce que alors les constats qu'on peut faire sont finalement assez paradoxaux. D'un côté, on pourrait dire qu'il y a disparition de la droite dans la mesure même où les partis appartenant à la droite orléaniste, la Ouais. droite classique, sont aujourd'hui réduits à portions congrues. Et d'ailleurs, l'échec de Michel Barnier est en quelque sorte la conséquence de cela. Mais on pourrait dire exactement à l'inverse qu'il y a disparition de la gauche parce que celle-ci est réduite à portions congrues sur le plan électoral. Qui aurait raison, qui aurait tort dans ces Alors, hypothèses? moi, moi, je considère que la gauche et la droite n'ont pas disparu. Pour beaucoup de Français, ça a encore une signification, notamment pour les plus âgés d'entre nous qui se sont construits là-dessus. On vient d'une famille de gauche ou d'une famille de droite. Néanmoins, les deux partis qui incarnaient et qui structuraient la vie politique française ont énormément perdu en capacité d'influence. Si on remonte à l'élection présidentielle de 2012, qui est la dernière élection de l'ancien monde, comme on le dirait en Macronie. Quand vous faites le score au premier tour, le total des scores du premier tour de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, les deux représentants des deux grandes familles politiques françaises, à eux deux, ils rassemblaient 56% des voix. En 2017, François Fillon, 20% et Benoît Hamon, 6%, on était à 26%. Et en 2022, Valérie Pécresse pour les Républicains et Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, à elles deux, ont rassemblé 6,4% des voix. Donc en 10 ans, on pourrait dire le duopole est passé de 56% des voix à 6% des voix. Et donc on a cette redistribution, cette recomposition qui est assez spectaculaire. Donc la gauche et la droite n'ont pas disparu, ça veut dire encore quelque chose. On voit aussi au plan local que et le PS et les Républicains contrôlent des mairies, des départements, des régions. Mais le paysage politique est en pleine recomposition avec ces trois blocs assez hétérogènes. Et ce qui est assez fascinant dans la période que nous venons de vivre, c'est qu'on est dans un jeu à trois, si vous voulez, avec des alliances de circonstances qui changent. C'est-à-dire qu'il y a eu le Front républicain au deuxième tour des législatives où on a vu le camp macroniste et la gauche voter ensemble contre le RN. Et puis hier soir, on a eu le RN et la gauche votant ensemble
contre le bloc central. Et donc, on est dans cette nouvelle donne à minima tripartisane. Mais alors, c'est amusant parce que si on reprend votre livre Métamorphose française, il s'ouvre effectivement sur les évolutions religieuses et pendant des siècles, la religion a en quelque sorte encadré la société. Donc vous prenez acte de l'effondrement du christianisme. La pratique chrétienne a diminué, mais par ailleurs, le christianisme n'organise plus la Non, société. tout à fait. Voilà. Il y a la montée de nouvelles églises. Il y a un graphique très impressionnant sur les évangéliques, qui sont de plus en plus nombreux. Et puis l'apparition de cultes, je dirais New Age, ou le chamanisme, par nouvelle exemple. spiritualité. Voilà, vous le dites autrement. Non. Les nouvelles spiritualités. Donc alors ça, c'est par exemple quelque chose d'extrêmement important, mais en fond, on ne voit pas véritablement la traduction de ces nouveautés qui sont de véritables bouleversements dans la scène politique française. Jérôme Fourquet, je me trompe ? Alors, on voit en partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti New Age, ça c'est clair. Il y avait du vol yogique. Voilà. Mais on voit comment, historiquement, le cœur nucléaire de l'électorat de droite en France, c'était le vote catholique. Même s'il y avait un courant catholique de gauche, mais c'était une de ces... Et au fur et à mesure que le catholicisme a perdu en influence, eh bien, le socle de la droite s'est délité. Et en face, on avait, au moins depuis la libération jusqu'à la fin des années 70, l'Église rouge, le Parti communiste, qui rassemblait 20 à 25% de la population. Donc l'effondrement de ces deux systèmes a entraîné ces recompositions. Mais derrière tout ça, on voit comment, j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure, on a de nouveaux clivages qui sont apparus dans la société française, qui sont de nature très différente, et que et la gauche et la droite n'arrivent pas forcément à prendre en compte ou à incarner. Prenons-en un qui est très important, c'est notamment toute la question liée autour de l'immigration, de l'identité. Avec le développement de cette question, on a vu monter en puissance le Front National d'abord, puis aujourd'hui le Rassemblement National. Et l'entrée des sociétés occidentales dans un modèle démographique, dans un schéma démographique composite ou très hétérogène, eh bien, s'accompagne partout de la montée des votes en faveur de la droite radicale. Voyez ce qui se passe aux États-Unis avec le Trumpisme. C'est quand même en partie sur cette question du mur à construire à la frontière mexicaine. On a vu le rôle de cette question dans la victoire du camp des Brexiteurs en Grande-Bretagne, avec un temps de retard compte tenu d'une mémoire traumatique en Espagne liée au franquisme et en Allemagne liée au nazisme. Ces pays étaient restés à l'écart de cette tendance générale, mais on voit aujourd'hui que dans ces deux pays, on a une droite extrême, une droite radicale qui prospère aussi sur la question de l'immigration, et on ne parle même pas de l'Italie, où elle est arrivée au pouvoir en partie sur cette question. Donc voilà, donc ça c'est une des nouvelles lignes de faille qui a commencé à se dessiner dans les années 80. Et on pourra en rajouter d'autres. La question justement de la construction européenne, ce qu'on essaie de montrer dans ce livre notamment, c'est comment l'enjeu de la poursuite de l'intégration européenne, de l'intégration de notre pays dans une économie mondialisée, est venu fracturer les deux grandes chapelles historiques. Et ça avait été montré très très clairement au moment des référendums de 92 sur Maastricht et de 2005 sur le traité constitutionnel européen. On voyait qu'il y avait des partisans du oui et du non dans les deux grandes familles. Et Emmanuel Macron, quelque part, avait réussi à rassembler par-dessus le clivage gauche-droite, en gros, la France du oui, celle qui était attachée à la construction européenne. On a vu qu'Emmanuel Macron avait pu évoluer sur toute une série de sujets. Il y a une boussole qui n'a jamais varié, c'est l'attachement à la cause européenne qui a permis de rassembler derrière Emmanuel Macron, en gros, l'aile jupéiste de LR jusqu'à l'aile strauss-kahnienne du Parti socialiste. Ce qu'ils avaient en commun, c'était l'agenda de réforme et l'attachement à la cause européenne. Mais oui, c'est pour ça que
pourrait dire qu'Emmanuel Macron, qui a été élu à 2 reprises à la présidence de la République, incarnait effectivement un agenda, donc vous venez de le dire, pro-européen, pro-immigration, on pourrait Euh, dire cela? Alors, pro-immigration, non, non, pas forcément pro-immigration, mais Ne faisant pas en pas, tout cas campagne contre l'immigration voilà, comme le RN. tout à fait, tout à fait. Et pro-business. Tout à fait, voilà. Et pro-réforme et ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire donner des conditions économiques qui soient plus favorables au développement des entreprises. Mais alors ce camp-là, il est minoritaire désormais dans l'opinion ou il est minoritaire par un effet de construction des Alors, partis politiques? en fait, il a toujours été minoritaire dans l'opinion. Mais Emmanuel Macron, puisque si on prend le score du premier tour, Emmanuel Macron avait fait 24% des voix en 2017 et 27,5% en 2022. Donc c'est en gros à la pesée chimiquement pure ce que représente ce courant de pensée, ce qui n'est pas rien dans un paysage qui est archipélisé, si déjà vous arrivez à rassembler un quart des Français, mais par la force du scrutin à 2 tours, et la mécanique de front républicain qui lui a été bénéfique, Emmanuel Macron s'est imposé en 2017 et 2022 en alliant à sa base électorale chimiquement pure, si l'on peut dire, toute une partie des autres électorats qui avaient comme seul point commun avec lui le fait de vouloir s'opposer à l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Donc ce courant de pensée n'a jamais fait 50% des voix, si vous voulez. Donc il n'a pas fait 50%, mais donc là, dans les circonstances particulières de son élection et de sa réélection, ils se sont coalisés ainsi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est envisageable, Jérôme Fourquet, puisque donc on voit bien qu'on a une France donc qui est construite en 3 blocs, Oui. que ces 3 blocs, pour différentes raisons, aussi bien en termes de sociologie électorale que de politique pure, n'ont pas vraiment intérêt à se coaliser. Oui. Alors, on est aujourd'hui dans l'impasse. Et Emmanuel Macron et ses conseillers, je pense, caressent encore l'espoir de l'élargissement du bloc central en disant, voilà, on va appeler à la raison. Et de la même manière qu'on avait centrifugé déjà et la gauche et la droite, on va recommencer cette opération, c'est-à-dire autour des 165 députés qui constituent le bloc central. Si vous agrégez les 45 députés LR et une quarantaine ou une soixantaine de députés socialistes, on arrive quasiment à une nouvelle majorité. Sauf que Comme vous dites, quasiment. Voilà. Mais bon, ce serait quand même mieux que ce qui Ah, est. c'est mieux que rien. Mais de notre point de vue, cette option est totalement chimérique, puisque ni les LR ni les socialistes, de mon point de vue, n'accepteront de rentrer dans cette équation. Alors, le bloc central va les appeler à leur responsabilité de parti de gouvernement, etc. Mais eux, maintenant, ont leur propre agenda. Ils savent que s'ils s'engagent là-dessus, c'est en fait une bouée de sauvetage qu'ils offrent à Emmanuel Macron, et le compte à rebours est déjà commencé pour la suite. Alors l'autre Compte option... à rebours, quel agenda? Précisez-nous à quoi vous pensez, Jérôme Fourquet. Ah ben, vous voyez bien monter en puissance la question du départ d'Emmanuel Macron, qui est jugé comme étant ça a été rappelé dans la revue de presse internationale, comme étant responsable de l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc il y a à la fois ce principe de responsabilité et puis cette arithmétique implacable qui fait que vous pouvez tourner le Rubik's Cube dans tous les sens. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui en France. Alors, le bloc central va tenter cette proposition. Il y a un plan de repli, c'est de faire un Barnier bis avec quelqu'un qui viendrait du camp de la droite et qui serait compatible avec le bloc central. Mais les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. L'autre option, c'est l'option Lucie Castet, qui est ressortie, qui remontait à la surface en disant, comme on dirait dans un film célèbre, laissons la chance au produit, en disant, voilà, il va y avoir une majorité, non majoritaire, c'est une espèce d'oxymore de gauche, et on va voir ce qui va se passer. Mais plus le temps va avancer, moins les choses vont se décanter et se clarifier. Et on va vers des temps qui sont très troublés, avec, ça a été rappelé aussi dans votre revue de presse, une situation économique et budgétaire qui est extrêmement dégradée, qui ne permet pas de mettre de l'huile dans les rouages. Parce que pour faire des deals,
en général, il faut avoir de l'argent pour acheter le soutien de tel ou tel camp en disant eh bien, on va faire telle réforme ou différer telle réforme pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Or, ces marges de manœuvre budgétaires sont inexistantes. Et c'est pas un hasard si c'est sur la question du budget que l'édifice s'est fracassé. Et oui, parce que pour vous, en fait, les manœuvres, ou en tout cas les tentatives donc, de compromission sont faibles. Ben ça va être très compliqué. On l'a vu, il faut chercher, il faut aller trouver des recettes supplémentaires, il faut faire des économies. Et donc, aucune des oppositions n'est prête à faire des concessions et affaiblir sa relation avec son propre électorat. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Jérôme Fourquet, on va voir ce que ça révèle sur la sociologie du pays. Votre dernier livre, Métamorphose française, est publié aux éditions du Seuil. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous sommes en compagnie du sondeur Jérôme Fourquet. Votre dernier livre, Métamorphose française, état de la France en infographie et en images aux éditions du Seuil. Mon camarade Jean Lémarie a terminé son billet politique en disant « bon courage ». C'est un terme qui s'adresse à tous. Jérôme Fourquet, bon courage à vous. Oui, également. Donc, nous sommes maintenant suspendus à ce que le président va dire ou annoncer ce soir, mais effectivement, le jeu politique nous paraît extrêmement bloqué. Alors, il est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans les pays voisins. Et donc, c'était instructif d'entendre les commentateurs italiens qui disaient que une culture politique spécifique avait émergé en Italie de par le mode de scrutin qui avait forcé les forces politiques italiennes à apprendre l'art de la négociation et du compromis. C'est c'était un peu le pari d'Emmanuel Macron, en disant on va forcer l'aile modérée de la gauche et de la droite à sortir de leur jeu d'alliance traditionnelle et, sous-entendu, venir conforter nos positions sur une logique de compromis, ce qu'on appelait jadis en France des majorités de projets. Sauf que c'est pas du tout, d'une part, dans la culture politique française. D'autre part, il y a une rancœur très forte à la fois au Rassemblement national et à gauche, parce qu'on a le sentiment de s'être fait voler le scrutin. Et puis, troisième élément, vous pouvez éventuellement parier là-dessus en début de mandature. Alors là, on peut dire ça fait que 3 mois qu'ils sont élus, mais en début de quinquennat, là, tout le monde a déjà en tête le fait que nous allons, d'une façon ou d'une autre, devoir retourner aux urnes prochainement. Et ça n'incite personne à sortir du bois. On voit bien déjà ce qui est en train de se passer à gauche, avec une frange des socialistes qui pourrait faire un pas en cette direction, mais qui sont attendus au coin du bois, si je puis dire, par les insoumis qui vont parler des sociotraîtres et de la compromission intrinsèque de ces socialistes qui, pour un poste de ministre, sont prêts à tout et qui ont foulé aux pieds le sacro-saint accord du nouveau Front populaire. Donc on voit bien que tout le monde est pieds et poings liés et la voie de passage est, de mon point de vue, quasiment inexistante aujourd'hui. Oui, parce que j'ai entendu un bon billet politique. Jean Lémarie, peut-être que ça suscitera des échos en vous qui expliquait que cette voie médiane était finalement l'intérêt et même le but d'Emmanuel Macron. Pourquoi d'autres partis politiques aujourd'hui lui feraient-ils ce plaisir ? Ça, c'est la question depuis la dissolution. Ce mot prêté à Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est réel ou pas. Le chef de l'État, vous savez, aurait dit « je balance une grenade dégoupillée dans leurs jambes et à eux de se débrouiller maintenant ». Ce goût pour la disruption, un mot souvent utilisé au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Disruption, turbulence, tempête, et puis à eux de se débrouiller. Et puis d'une manière ou d'une autre, je vais ramasser la mise. Qu'en est-il aujourd'hui, Jérôme Fourquet ? Mais si on poursuit dans la métaphore militaire, l'histoire de la guerre des tranchées de 14 ou ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine vous apprend qu'on peut renvoyer la grenade, souvent dans la tranchée d'en face, et c'est ce qui s'est passé en fait. Elle a éclaté dans la tranchée macroniste et c'est aujourd'hui un champ de dévastation. Parce que on a vu comment il avait manqué quasiment aucune voix au Rassemblement national, chez les ciotistes et dans quasiment toutes les composantes de la gauche pour voter la censure. Mais on mésestime aussi la fragmentation au sein du bloc central
avec les 45 députés LR qui ne savent plus à quel sein se vouer, et beaucoup de macronistes historiques qui en veulent énormément à leur chef de les avoir plongés dans cette situation. Songeons quand même, nous sommes le 5 décembre, au changement de météo qui est quand même tout à fait stupéfiant. Quand le 31 décembre dernier, Emmanuel Macron avait prononcé ses vœux, il avait égrené les commémorations du débarquement de Normandie, les Jeux Olympiques, puis nous y sommes, la réouverture de Notre-Dame dans les temps en disant 2024 sera assurément un millésime français. On a vu comment ce millésime français était traité aujourd'hui dans la presse européenne, c'est-à-dire que c'est pas du tout le scénario qui avait été pensé sur la table de l'état-major macroniste, mais qui a été dévasté par la grenade qui est revenue dans les pattes de cette majorité. Stéphane Robert. Et puis, s'il faut poursuivre dans la métaphore, on peut dire aujourd'hui que ça commence à sentir le sang. En quelque sorte, parce que là, il y avait les insoumis qui réclament depuis des mois déjà la démission d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement national, désormais, s'y met, même si, pour le moment, ils ne le disent pas clairement, mais c'est vers ça qu'on va. En votant la censure et en participant au blocage politique dans lequel on se retrouve, c'est vers ça qu'on se retrouve. Le seul moyen de sortir de ça, alors, ce serait une dissolution et des législatives anticipées, mais si on débouche sur une absence de majorité, encore une fois, derrière, c'est la démission du président qui se posera. Et c'est vraisemblablement le pari aujourd'hui que fait Marine Le Pen aussi, comme les Insoumis. Et donc, comment est-ce qu'on sort de ça ? Encore faut-il pouvoir dissoudre, puisque je vous rappelle qu'a priori, selon la Constitution, il faut attendre un an avant de pouvoir dissoudre à nouveau. Jérôme Fourquet ? Oui, bien sûr. Alors, cette petite musique, elle est plus petite maintenant, sur la responsabilité qui reposerait essentiellement sur les épaules d'Emmanuel Macron, gagne en puissance. Et c'est plus uniquement les opposants les plus virulents qui sont sur cette option. On a entendu un Jean-François Copé, on entend aussi certaines voix à l'Assemblée qui ne sont pas issues ni des Insoumis ni du RN. Et en fait, tout va se jouer, je pense, dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau gouvernement qui est nommé et qui tombe de la même manière que le gouvernement Barnier est tombé, au bout d'un moment, ce scénario aura la force de l'évidence. On rappelle qu'il a fallu 50 jours pour nommer M. Barnier, et ce même M. Barnier a tenu 3 mois. Donc on peut réitérer l'expérience. Au fur et à mesure, Jean Lémarie l'évoquait, que le temps va passer, les problèmes vont s'amonceler, c'est-à-dire que le déficit budgétaire, la situation financière de la France va s'aggraver, et donc les marges de manœuvre pour négocier d'éventuels compromis vont se restreindre, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Jean Lémarie. L'opinion, les Français, que pensent-ils en assistant à ce spectacle hier à l'Assemblée, quand ils entendent ce renvoi de balles qu'on évoque aussi ce matin entre l'Élysée, les députés, chacun cherchant à faire porter à l'autre ou aux autres la responsabilité de la crise politique? Ça, c'est quand même un enjeu majeur. Bien sûr. Je ne parle même pas de ceux qui ne comprennent rien à la situation. Et il y a de quoi être perdu. Alors, il n'y a pas encore de sondages qui ont été faits, à ma connaissance, et c'est heureux, suite à l'annonce de la dissolution. Il faut qu'encore une fois, les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer, qui s'informent sur le sujet avant de se faire une opinion. En plus, on n'aurait pas le temps de sonder que nous serions rattrapés par l'annonce présidentielle de ce soir. On peut néanmoins se baser sur ce qui a été réalisé en termes de sondage dans les jours passés, juste avant le vote de cette motion de censure, où on avait 53% de Français qui souhaitaient, dans une enquête récente, que cette motion de censure soit adoptée. Alors attention, quand on dit les Français, parce qu'ils sont, on l'a dit tout à l'heure, ils sont à l'image de l'hémicycle. Ils sont pas faits du même bois, ils sont pas tous sur la même ligne politique. Et donc, quand on regardait dans le détail, sans trop de surprise, on avait l'électorat insoumis très massivement et les 2 tiers de l'électorat RN, les 2 tiers seulement, qui étaient favorables à cette motion de censure. Donc, les Français étaient assez partagés sur cette question, à la fois en raison de leur orientation idéologique, mais également aussi en raison de leur inquiétude économique et sociale, en disant est-ce qu'on peut se payer le luxe d'ajouter de la crise à la crise ? Cette motion de censure, parce qu'on l'a vu venir,
mais elle est quand même historique, hein, ça a été rappelé à maintes et maintes reprises, c'est la première fois depuis 1962. Donc on emploie souvent dans le commentaire politique l'adjectif historique. Mais là, quelque chose qui ne s'était pas proposé depuis 1962, pour le coup, c'est historique. Et donc, tout ça va avoir des effets dans l'opinion. Et donc, sur l'état de la météo sociale, si je puis dire, on en saura un peu plus la semaine prochaine, une fois qu'Emmanuel Macron sera exprimé sur les orientations qu'il propose au pays. On verra comment la population réagit à cette situation. Ouais, à ceci près qu'en 1962, il était possible de dissoudre. Et d'ailleurs, c'est cette solution-là qui a été choisie et qui a permis de résoudre la crise. Jérôme Fourquet, dans la... Alors, si on fait... parce qu'on entend une démission du président de la République serait une énorme remise en cause de la constitution de la 5e, etc. Si on avance un peu dans l'histoire, après 62, il y a eu 69. Et le président de Gaulle, qui était quand même le père de cette 5e République, qui en avait forgé l'esprit, avait donné le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il avait convoqué les Français aux urnes sur un référendum sur la décentralisation et le changement de statut du Sénat. Comme parfois dans les référendums, les Français n'avaient pas forcément répondu exactement à la question. Et le général de Gaulle avait clairement annoncé la couleur en disant bien évidemment, si je constate qu'une majorité de Français ne m'accorde pas sa confiance à travers les urnes, eh bien j'en tirerai toutes les conséquences. Et donc, c'est cette jurisprudence-là que beaucoup de gens ont aujourd'hui en tête. Mais là aussi, parce que hier, nous commentions l'enquête consacrée aux fractures françaises, et cette enquête, elle révèle une colère des Français. Et alors maintenant, la question par rapport à l'attitude de l'opinion vis-à-vis de cette dissolution et de ses conséquences, c'est de savoir si en fait la colère l'emporte sur le besoin ou l'envie de stabilité. Jadis, c'était la stabilité qui l'emportait. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a eu des remous, eh bien, le pouvoir s'en est sorti par un pouvoir de stabilisation. Aujourd'hui, Jérôme Fourquet ? Mais quand vous dites jadis, on revient au début de notre discussion sur un système qui était bipolaire, qui était gauche-droite. Oui, absolument. Et donc aujourd'hui, on a trois forces. Et donc, on voit bien que la stabilité est beaucoup plus difficile à obtenir dans un système à trois forces. Et il n'y a pas... On n'a pas les mécanismes d'autorégulation ou de correction qui fonctionnaient dans l'ancien temps, dans l'ancien monde. Aujourd'hui, sont cassés, sont faussés. Et donc, c'est ça qui donne le caractère assez abyssal à la situation que nous connaissons. Parce que il peut y avoir aussi réunion de deux de ces trois forces à l'intérieur d'un même pôle. On le voit pas pour l'instant. Il y a, paraît-il, chez Jordan Bardella, le souhait de s'ouvrir à la droite dite classique et donc de créer une sorte d'RPR. Mais là, vous voyez que la droite classique, aujourd'hui, elle est même pas dans un des trois pôles. Elle fait 45 députés. Donc la solution, ce serait, à vous entendre, si deux blocs, ce serait éventuellement le RN avec le bloc central. Et c'est impossible. C'est totalement impossible dans les deux camps de s'allier avec ça. Il y a le Front républicain qui est passé par là. En lisant Métamorphose française, Jérôme Fourquet, je me disais que jamais probablement le pays n'avait connu de telles mutations. Alors, j'allais dire jamais, en fait, je songe au XVIIIe siècle et, par exemple, à ce que disait Paul Hazard dans La crise de la conscience européenne. Mais là, la métamorphose, elle était liée à la laïcité ou à la sécularisation, le processus de sécularisation. Oui, plus qu'énorme d'ailleurs, le processus de sécularisation. Et c'était cette histoire-là que racontait Paul Hazard. Aujourd'hui, si on lit les pages de votre livre, par exemple, la transformation de la famille, l'augmentation, ça n'est même plus l'augmentation des divorces, puisque en fait, les divorces n'augmentent plus. Parce que les gens ne se marient plus. Les gens se marient plus. Les naissances hors mariage, l'attitude vis-à-vis de l'homosexualité, où là aussi, depuis 1986, je l'ai appris dans votre ouvrage, les chiffres ont considérablement évolué. Bref, on est dans un monde qui n'a jamais évolué aussi vite. Et aussi profondément. Et aussi profondément. Est-ce que ça n'est pas finalement cela qui explique les raisons pour lesquelles il y a tant de bouleversements? C'est-à-dire la politique est à la traîne
en quelque sorte, de ces bouleversements-là. On a évoqué ça tout à l'heure en disant l'hypothèse que moi je privilégie, c'est que ce Big Bang et ce chaos électoral dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, nonobstant les péripéties, dissolutions et autres, qui jouent bien évidemment un rôle très important, moi je l'analyse comme une mise en conformité tardive et brouillonne du paysage électoral avec la réalité profonde du pays, en disant comme tout le soubassement a été complètement retourné, si on raisonne en infrastructure, superstructure, il était illusoire de penser que le paysage politique serait le seul à rester totalement intact. Vous avez parlé du XVIIIe siècle. Bien évidemment, la société française a déjà connu, ou le pays a déjà connu, d'énormes transformations. La Révolution industrielle, les 30 Glorieuses, il s'était passé énormément de choses. Les paysages ont changé, les structures économiques ont changé, mais ce qu'on pourrait appeler le soubassement anthropologique était resté intact. On parlait tout à l'heure des mariages. Pendant la Révolution française, on a facilité la procédure de divorce, mais ça a duré très peu de temps. Et dans le Code civil, on voit bien que la famille, le mariage reste absolument central. Et tout ça a bougé très rapidement. Prenons un exemple assez concret. Une jeune institutrice qui aurait commencé sa carrière en 1980 avait face à elle dans sa classe un enfant sur 10 dont les parents n'étaient même pas mariés. Jadis, on appelait ça des naissances illégitimes. Quand elle est partie en retraite en 2015 ou 2020, 2 tiers des élèves de sa dernière classe étaient issus de familles dont les parents n'étaient pas mariés. Autre sujet qui, moi, en travaillant sur ce livre, m'a quand même beaucoup interpellé, c'est ce qui se passe en termes de rites funéraires. Là aussi, les choses étaient restées totalement immuables depuis des millénaires en Occident, jusqu'au début des années 80. En 1980, 0,9% des obsèques donnent lieu à une crémation. Donc c'était impensable au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça ne vous venait même pas à l'esprit. Aujourd'hui, on est à 43% des obsèques qui donnent lieu à une crémation. On sera sans doute majoritaire dans quelques années. Mais alors, d'ailleurs, vous m'avez appris dans ce livre Métamorphose française que l'Église catholique avait accepté après Vatican II, parce qu'elle s'était longtemps opposée. Et donc en 63, elle autorise la crémation, mais vous voyez qu'il y a une inertie très forte et qu'en 1980, personne ou presque n'utilise cette pratique qui aujourd'hui est complètement banalisée. Mais alors justement, Jérôme Fourquet, parce que ça c'est un vrai sujet et une vraie évolution anthropologique, et la manière dont on enterre ses morts. Et je disais dans Libération aujourd'hui, c'était une interview de Bambou, donc rien à voir avec le thème dont on parle, mais elle disait, en évoquant la tombe de Serge Gainsbourg, elle disait de toute façon, plus personne ne va sur les tombes. Est-ce que c'est l'une des raisons de la crémation, le fait que l'hommage rendu aux morts est de moins en moins institué dans la société? Alors, ça demeure. On voit quand même que le marché des chrysanthèmes se porte bien à la Toussaint. Mais cette question de la modification des rites funéraires, à mon avis, elle renvoie à 2 dimensions principales. D'abord, c'est une nouvelle illustration du déclin de cette vieille matrice catholique, puisqu'encore une fois, tout ça a été lié. Mais il y a un autre paramètre que moi j'appelle le grand déménagement, c'est-à-dire c'est comment beaucoup de Français se sont arrachés de leurs terroirs locaux d'origine pour aller faire leur vie ailleurs en France. Et donc quand arrive la fin de la vie, on se dit, est-ce qu'on va retourner se faire enterrer dans le caveau familial comme tous mes ancêtres l'ont toujours fait, mais il est à 500 km de là où j'ai fait ma vie. Et donc, qui viendra fleurir la tombe? Parce qu'au village ou dans la petite ville dont nous sommes originaires, il n'y a plus personne qui porte notre nom. Ou est-ce que je me fais enterrer là où j'ai vécu, mais mes propres enfants, eux-mêmes, ont fait leur vie à 300 ou 400 km de là. Et donc, cette question des rites funéraires dit énormément sur les transformations qui se sont accélérées au cours des dernières décennies. Prenez une ville comme Nice, qui est une ville où ce qu'on pourrait appeler les individus transplantés sont très nombreux. Beaucoup de gens ne sont pas originaires de Nice. Eh bien, aujourd'hui, la crémation à Nice, c'est 70% des obsèques. Et donc, on réfléchit au réaménagement des cimetières, etc., etc. Donc, on voit comment, encore une fois, le soubassement anthropologique a bougé comme jamais, parallèlement à toutes les réformes, les transformations économiques du pays. Donc c'est des choses très profondes. Dernier exemple, une de mes marottes, si on reste sur le rapport au corps, la pratique du tatouage. C'est 20% de la population adulte aujourd'hui qui est tatouée. 1% des 65 ans et plus
Donc c'était ultra minoritaire, c'était comme la crémation au début des années 80, ça ne venait pas à l'esprit. Les mauvais garçons et les mauvaises filles qui étaient tatoués. Ou qui avaient des professions très spécifiques. Aujourd'hui, c'est 40% des 25-34 ans. Donc c'est comme la crémation, vous voyez, c'est en passe de devenir majoritaire. Et donc c'est des choses qui ont bougé comme jamais en l'espace de quelques décennies. C'est pour ça qu'on a appelé ce livre Métamorphose française. Jean Lémarie. Ces transformations sont très importantes, Jérôme Fourquet, mais en quoi bouscule-t-elle ou devrait-elle bousculer la représentation politique et les partis ? Quel est le rapport ? Eh bien, parce que les partis, c'est des cultures politiques qui sont adossées à des univers, à des référentiels. Et donc tout ça, c'est effondré. Regardons le Parti communiste, par exemple, qui pesait 25% des voix, 20-25% des voix au début des années 60. Aujourd'hui, Fabien Roussel fait 2,5%. Donc on a, avec l'effondrement des grands systèmes d'appartenance, les partis politiques qui étaient associés à tout ça, qui ont vu eh bien leur base sociale et culturelle se disloquer, d'où l'émergence de nouvelles formes politiques, mais beaucoup moins structurées et enracinées. Si on devait prendre une image, nous sommes en période de Vendée Globe, on pourrait dire que c'est un peu comme un bateau qui aurait perdu sa quille. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui faisait la stabilité de ces forces politiques, comme tout ça a été arasé, eh bien, au moindre coup de tabac, vous avez des embardées qui sont de plus en plus phénoménales. Ce que je rappelais tout à l'heure, le score cumulé de François Hollande et Nicolas Sarkozy en 2012, c'est 56% au premier tour. Les représentants des Républicains du PS, en 2022, ont fait 6,4% des voix. Parce que toutes ces cultures-là et les sociologies auxquelles elles renvoyaient ont disparu. On parle du malaise agricole. On a 380 000 agriculteurs aujourd'hui en France. Et donc, le monde agricole était une des bases sociales sur lesquelles, par exemple, s'appuyait la droite classique. La droite classique, sans les agriculteurs, sans les catholiques, mais vous voyez bien qu'au bout d'un moment, les choses se délitent. Un parti communiste, j'évoque le cas de la Seine-Saint-Denis dans mon livre. Pourquoi la banlieue rouge était aussi bien tenue par le Parti communiste ? Parce qu'il y avait une base industrielle qui était immense dans ce territoire. La plaine Saint-Denis était la deuxième concentration d'industrie lourde en Europe après la Ruhr. Et donc, il y a eu des générations de militants ouvriers qui ont constitué l'ossature du Parti communiste dans ces territoires-là. Vous enlevez ce substrat-là, le vote communiste s'est effondré en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Métamorphose française, état de la France en infographie et en images. C'est aux éditions du Seuil.